Vous êtes vraiment très chic d'avoir organisé un tel départ parce que j'allais vous dire, pour commencer, ce qui caractérise notre espèce. Ça y est, j'ai disparu. Non, non, non. Ce qui caractérise notre espèce, c'est d'être placé sous le signe de la déception. Il est passé où? Pas gai de commencer comme ça. Placé sous le signe de la déception, aussi bien dans son rapport avec l'environnement, bien sûr, que dans son rapport, et ça commence à être plus ennuyeux, avec elle-même, ce qui évidemment mérite de nous interroger sur ce que peut être la longévité garantie d'une espèce, placée ainsi sous le signe de la déception vis-à-vis de ce qui l'entoure, l'environnement, et plus primordialement de la déception vis-à-vis chacun de soi-même. On voit bien que du même coup, il en résulte une tripartition, celle de la division propre à chacun, associée à son rapport à l'environnement. Et je suis tenté de dire, de me servir de ce que j'ai appris, de ce que je sais, ou de ce que je devine, pour dire que cette tripartition, c'est précisément cette division tripartite, ce qu'une femme essaie de résoudre par cet art du tressage, tellement différencié d'avec le nouage à quatre, le tressage, dans la mesure où le nouage à quatre, du nœud borroméen à quatre, celui qui, dans la solidarité, est assuré par le nom du Père, eh bien, ce nouage à quatre l'avoue, la femme, à l'exil. L'exil, c'est non pas le statut de l'étrangère, qui voudrait dire simplement qu'elle relève d'un père différent. Et ce n'est même pas non plus dire que l'exil, qu'elle est autre, parce que dans l'autre, une femme n'a pas de statut, qu'elle n'est pas inscrite. Et c'est en tout cas le sort auquel la résout, la ramène, cette référence que nous aimons, cette référence au Père, et qui donc la met, cette femme, hors sol, puisqu'elle ne peut se soutenir dans l'autre au titre de femme, sauf, comme nous le savons, et comme je le rappelle souvent, à se vouer au culte de la procréation, c'est-à-dire se faire une prêtresse du Dieu que nous célébrons. Dire qu'elle n'a pas rappelé, qu'elle n'a pas de statut dans l'autre, c'est rappeler également que du même coup, il ne saurait y avoir de rapport sexuel, puisque en tant que femme, elle n'est pas inscrite dans l'autre et qu'il ne saurait y avoir de rapport qu'entre ce qui est évidemment écrit. Ce qui, pour être de plus en plus drôle et de plus en plus gai, ce que je voudrais rappeler,
c'est que le seul universel qui caractérise notre espèce, vous voyez, je prends les choses de loin et de haut, mais je ne peux m'empêcher de vouloir remettre en discussion ou de chercher à préciser les concepts habituels dont nous nous servons et qui semblent tellement fatigués qu'il nous arrive d'oublier ce qu'ils comportent de difficile, voire de révoltant. Le seul universel donc que connaît notre espèce, le seul trait qu'elle partage où que ce soit, c'est, comme nous le savons, l'échange des femmes. Ça, ils n'ont pas eu besoin d'avoir une langue commune, ni de se transmettre l'information par sémaphore ou par téléphone. Mais en tout cas, où qu'ils soient, partout, c'est la même règle qui est quand même, je dois dire, tellement stupéfiante et anti-économique et je dirais allant vraiment contre le bon sens. Enfin, écoutez, il faut vraiment être tordu pour supporter des choses pareilles alors qu'elles sont là, sous la main, à la maison, facile. Et que nous allons estimer, c'est ça aussi qui était maintenant absolument allant de soi. Mais quel est ce allant de soi qui est ici concerné? Que de contribuer à l'échange des femmes, qui après tout ne fait que s'inscrire au titre d'avatar que dans le registre commun, non moins universel, et qui est celui du sacrifice, puisque on ne connaît pas non plus, du point de vue anthropologique, on ne connaît pas non plus de communauté humaine qui ne se distingue à la fois par l'échange des femmes et par le sacrifice. Qu'est-ce que ça dit, l'échange des femmes et la pratique du sacrifice? Eh bien, ça nous dit, pour nous sortir de l'arbitraire apparent de nos conceptualisations, ça nous dit tout simplement qu'il faut renoncer à l'objet propre à satisfaire le besoin, celui qu'on a sous la main et qui, après tout, s'avère fort satisfaisant, lui, pour répondre à la demande naïve. L'objet du besoin, il existe en tant qu'objet, même s'il n'est pas forcément distingué. Et puis, il est parfaitement satisfaisant. Après l'avoir consommé, on va faire la sieste et tout va bien, on est tranquille. Or, la règle nous démontre que pour accéder au désir, il faut justement passer par le sacrifice. C'est-à-dire renoncer à l'objet propre à satisfaire le besoin pour se trouver en face de ceci qui est quand même énorme et qu'il n'y a pas d'objet spécifique pour venir satisfaire le désir et que donc du même coup cela vient signifier que fondamentalement l'objet est perdu, que c'est sans doute à partir de cette perte que se conceptualise en retour la notion même d'objet, que c'est parce qu'il est perdu que l'on individualise ce que c'est que l'objet, et que du même coup va se dégager le grand principe général et qui est évidemment à la source de cette déception qui caractérise notre espèce, déception d'autrui, déception de soi-même, et qui est que rien n'existe,
rien n'est présent dans le champ de la réalité qui ne soit fondé par le manque. Là, c'est quand même, je dois dire, il faut être complètement tordu pour, je dirais, accéder à des notions aussi élémentaires, aussi simples, et qui cependant vont s'avérer, puisque c'est la clinique qui nous intéresse, et je crois avoir les pieds en plein dans le baquet, que nous sommes là à entrer comme ça directement, sans ménagement, dans ce qui fait que la déception de son rapport au monde comme à elle-même est ce qui caractérise notre espèce. Rien n'existe qui ne soit fondé par le manque dans le champ des représentations, de telle sorte que l'individu va se défendre contre l'angoisse que suscite cette présence que vient refléter l'imaginaire et qui, à part cette duplicité, est totalement infondée, va se défendre contre l'angoisse qu'il en éprouve en considérant que ce manque, ce zéro, doit donc être nommé, et plus précisément et plus simplement chiffré, c'est-à-dire ce passage du zéro, le manque absolu, au un. Il y a un manque, et c'est parce qu'il y en a un que mon ambition, pour tenter de vaincre mon angoisse, va faire que je voudrais être traité, considéré comme un moi-même, être reconnu, être aimé, être compté, être dans la liste, être reçu, etc., etc. Quelle ambition et quel panache. Alors, on dira que s'il n'y a pas donc d'objet propre à satisfaire le désir, il y a néanmoins cette affaire d'inceste et de l'interdit de l'inceste, puisque avec cette affaire, cependant, cet objet, cause du désir, est bien moins un manque qu'une créature incarnée dans la personne de la mère pour le fils, puisque j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler récemment, il n'y a d'inceste que mère-fils, ce qui n'est aucunement de ma part, croyez-le bien, vouloir encourager quelque autre forme de ce qu'on appelle l'inceste, mais remarquez tout de même que ça n'est que dans ce cas que l'on pourrait, en toute rigueur, parler d'inceste et qui viendrait démentir cette assertion de la primauté du manque, de même que le fantasme viendrait le démentir étant organisé, je dirais, par la perte d'un objet bien réel à chaque fois, sauf que, comme je viens de l'évoquer à l'instant, ces objets ne prennent leur prix que non seulement d'être appelés par le manque, mais je veux dire ne venir parler que de lui, puisque d'ailleurs, comme nous le savons, je dirais la réussite du fantasme n'est rien d'autre que aussi bien l'extinction du désir
que la disparition du sujet. Après ces premières remarques, mais qui me semblent inévitables si l'on veut considérer la façon dont par divers moyens nous essayons, grâce à la pathologie, de nous débrouiller avec tout ça, le second concept que je voudrais avec vous aborder, parce qu'il m'a toujours semblé confus et que j'ai pu éprouver pour moi-même la nécessité de tâcher de l'éclaircir afin de comprendre ce que je racontais. La castration. Bon, ça, c'est une affaire, la castration. Ça, c'est vraiment la sortie, de Guignol dans notre théâtre, la castration. La castration, moi, ce que j'évoque, c'est que la castration, c'est notre grande bande dessinée, BD. C'est ça qui fait que ça bande. Parce que si l'on tient compte de ce que je viens d'évoquer à l'entrée, le père n'est évidemment pour rien si le désir est causé par le manque d'objet. Il n'en est pas l'auteur, il n'en est pas le responsable, il n'en est pas le coupable. Il a fait un seul truc, le malheureux, et qu'on ne lui pardonnera pas. C'est qu'il a fait que cette perte irrémédiable de l'objet est liée au fonctionnement même du langage, que cette perte de l'objet, elle prenne un sens sexuel, c'est-à-dire qu'elle introduise le sexe dans le signifié. Cette fameuse libido que Freud est venu chatouiller. C'est lui qui a fait ça. Mais il n'a rien fait d'autre, il n'a rien fait de plus. Il a dit simplement que cette perte de l'objet, eh bien, ça n'allait pas nourrir quelque autre ennemi et étranger, comme le manifeste la psychose, mais que par une perte qui opère sans frontières. Cette perte constitue un autre qui supporte les éléments propres à nourrir le désir sexuel, la sexualité. C'est lui donc le grand cochon qui donne sens sexuel à ce qui autrement est perte inévitable puisqu'elle est liée au fonctionnement même du langage, et c'est ce que Lacan essaie de donner à entendre quand il démarre ses écrits avec les chaînes de Markov. C'est que le fonctionnement même du langage implique qu'il y ait chute de phonèmes et que ces phonèmes passés dans le réel, ils prennent le statut d'écrit. C'est donc ce papa qui fait que, et c'est bien de cette façon que l'éprouve l'enfant, eh ben c'est bien papa qui, dans l'innocence
du couple mère-enfant, comblé par le besoin et comblé réciproquement, car l'enfant comble bien entendu la demande de la mère de se trouver grâce à lui inscrite justement dans l'autre. Si elle ne peut pas l'être au titre de femme, elle peut sûrement l'être au titre de prêtresse de l'instance qui règle, qui est le référent de cette machine. Eh bien, donc, le papa est celui qui fait donc de cet objet petit a l'objet propre à fonctionner, je dirais, comme autre, non pas comme étranger, non pas comme hostile, indifférent, et donc ne trouve là, je dirais, de justification topologique que la transformation de la sphère en cross-cap et avec la chute de l'objet, de l'opercule, cette organisation de la bande de Möbius, Lacan nous a tellement cassé les oreilles avec cette bande de Möbius, sorte qu'on finissait par plus rien comprendre ce que ça voulait dire et ce que pouvait signifier, sauf que, bien entendu, Freud n'était pas en mesure de se servir de la topologie pour essayer de rendre compte des rapports de l'inconscient avec ce que l'on appelle la conscience, et surtout sur le fait que le retour du refoulé se faisait à l'évidence, et comme ça se fait pour chacun d'entre nous, sans franchir aucune frontière, sans franchir aucune barrière. Ça revient quand ça veut et comme ça veut. Et cependant, c'est différent, c'est autre, et c'est bien perçu comme autre. Et vous voyez donc combien ce support que constitue la bande de Möbius et qui rend compte du statut de la névrose avec le retour du refoulé, mais également du statut, comme je l'ai abondamment déjà raconté, de la psychose, dès lors qu'à la place de la dite bande de Möbius, on a affaire à une bande biface, c'est-à-dire à la sphère au lieu du bonnet d'évêque, au lieu du cross-cap, et que c'est de l'autre côté d'un mur infranchissable, que se fait entendre la voix qui anime le délire. Alors, comment se fait-il que l'on appelle cette opération castration? Et c'est évidemment le moment où il nous faut introduire cette affaire du symbolique. Car Dieu sait si nous l'évoquons, là aussi parmi nos mots usés, mais le symbolique, castration symbolique. Moi, je vous demande, c'est quoi une castration symbolique? Alors, ce qu'on sait, c'est ce que c'est qu'une castration réelle. Et nous nous trouvons devant cette surprise, c'est de voir que Freud, justement, s'en est pas tiré du même coup. Il s'en est pas tiré du même coup parce que pour lui, la castration, c'est une castration réelle. Et que celle qui en est exemplaire, c'est justement la femme. Et que la grande crainte du petit garçon,
c'est qu'on lui fasse subir le sort de la petite fille et qu'on vienne la lui couper. Tout le monde sait combien il a d'une qui n'est absolument pas vérifiable. Je veux dire, ceux qui se souviennent un peu de leur enfance, comme ceux qui peuvent l'observer autour d'eux, ont déjà pu aisément vérifier comment le rapport entre frères et sœurs non seulement n'est pas de ce type, mais comme le petit Hans, et avec son intelligence, car les enfants sont encore intelligents à cet âge-là, de constater que la plus phallique, bah, ça peut être évidemment dans telle famille la petite sœur, point barre. Et que c'est pas parce que lui, il aurait ce petit machin que ça lui donnerait quelques privilèges que ce soit, bien au contraire. Puisqu'après tout, dans cet idéal, nous pouvons avoir la référence à un père, c'est bien le fait de l'avoir sacrifié, le dit organe, qui peut paraître, je dirais, le témoignage de l'onction suprême, témoignage d'avoir été béni, que simplement rappeler là un type d'éventualité absolument pas obligatoire, évidemment, mais dont je dirais qu'il est sûrement tout aussi fréquent. Moi, je n'ai jamais fait de statistiques à cet égard, mais qu'il est aussi fréquent, je dirais, que le contraire, c'est-à-dire celui qui célèbre la naissance du petit gars dont on se félicite, mais il y a aussi bien, et ça ne marque pas forcément la prévalence d'un matriarcat, il y a des pères qui sont là tout à fait pour soutenir ce genre de dispositif et pour célébrer, je dirais, la fille comme étant la digne représentante d'une virilité effectivement bénie par Dieu. J'ai l'impression de dire comme ça, d'allonger une série de truismes. Alors j'en reviens du même coup, si cette castration, évidemment, n'est sûrement pas réelle, et si elle est symbolique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une castration symbolique? Eh bien, ça veut dire, et c'est en tout cas ce que je pourrais ce soir vous en rappeler ou vous en dire, une castration symbolique, c'est ce qui rappelle que du fait de la perte de l'objet, l'instrument qui est d'usage pour y accéder est un instrument amputé. Ce que, évidemment, vient, je dirais, illustrer la pratique de la circoncision. Et dire que c'est un instrument imputé du fait que la jouissance qu'il est capable d'assurer sera pas moins marquée par la déception de la réussite ou la réussite de la déception, comme on voudra. Eh bien, que du même coup, on connaît toute la pathologie qui est susceptible de se développer autour du fait que cet instrument est marqué assurément par une imperfection que je me permettrais de dire congénitale, puisque le pauvre, il ne va jamais jusqu'au bout. Hein. Il s'arrête bien avant. Et ce qui est pire,
puisque je vais de mal en pis, c'est que c'est de ne pas aller jusqu'au bout que se maintient son fonctionnement. Autrement dit, que se maintient le désir. Alors, toujours pour dans la reprise, je dirais, de ce qui nous est le plus familier, en essayant d'en montrer la pérennité de l'étrangeté de ce familier, passons à ce qui est le discord entre l'individu et son environnement. Puisque ils sont assurément, l'individu et son environnement, faits du même matériel. Mais il faut croire que ce matériel, ce serait en tout cas la première leçon qu'on pourrait en tirer si on devait s'arrêter là, est agencé différemment. Je veux dire, ce matériel, c'est-à-dire celui de la lettre, n'est pas agencé de la même manière selon qu'il est organisé par le signifiant et la limite que celui-ci implique du réel qui confère justement à chacun de ces signifiants sa valeur symbolique, c'est-à-dire de ne prendre son unité et son prix, son signifié, que d'être justement représentatif fondamentalement, que du manque dont on va, je dirais, se protéger par l'imaginaire dont ce manque, on va le combler. Donc, ce matériel organisé comme par le signifiant d'un côté et par le continu littéral de l'autre, dans l'autre. La différence majeure étant liée au fait que le réel n'est évidemment pas le même dans l'un et l'autre cas, puisque le signifiant n'est construit, je dirais, ne prend son prix, je dirais, d'être découpé en unités que par la référence à ce un du réel qu'il signifie, alors que le continuum de la lettre ne comporte aucune limite arrêtée avec ce qui constitue à ce continu ses frontières. Il peut s'en approcher de la façon la plus infinitésimale, au gré, je dirais justement, de la réclamation de l'exigence qui va s'agencer depuis l'autre. Alors, une remarque qui vient tout de suite, je dirais, nous interroger, c'est que ces unités signifiantes, si elles ont donc un unique signifié, ce réel, ce qui manque donc, et l'effet de ce manque, c'est-à-dire le sexe,
mais pas moins pour signifier l'instance une qui, comme je l'évoquais tout à l'heure, procède à cette mutation qui se manque le nomme, le chiffre, et qui va donner donc à chacun de ces signifiants ce caractère impératif, surmoïque, performatif, qui, venu de cette instance une, ordonne au locuteur d'avoir à y aller, c'est-à-dire lui, à partir de ces signifiants amputés, d'avoir à s'accomplir à l'exemple de l'idéal du un dans le réel, qu'il ne peut atteindre, comme on le sait, qu'avec sa propre mort. L'éthique de la psychanalyse qui nous a, je dirais, remué ou tourmenté avec le séminaire d'été, n'est rien d'autre que cette remarque qui est que non seulement papa n'est nullement ce qui interdit le sexe, nullement qui exige le sacrifice du sexe, qu'on y renonce comme s'il fallait le lui déléguer, il fallait lui en déléguer l'usage, mais que papa, c'est au contraire celui qui, dans la structure, invite le locuteur à accomplir son devoir, c'est-à-dire de se montrer à l'égal de ce père. Autrement dit, à mourir pour lui. Ce qui est, remarquons-le, un type d'ordonnancement bien banal et bien, je dirais, ordinaire. À ce propos, j'aurais envie de m'arrêter également sur cet usage que nous faisons si familièrement du qualificatif de mort. Parlons du père mort. Il faut tuer le père mort, ou il faut tuer le père. Alors Freud est évidemment complètement à la ramasse dans cette histoire. Pour une raison très simple d'ailleurs, parfaitement éclairée par sa biographie, que pour lui, tuer le père, c'était abandonner le père de ses origines pour venir, je dirais, célébrer celui qui lui donnait une reconnaissance sociale à l'abri de l'exclusion dont il était autrement la victime. C'était donc une circonstance, évidemment, qui n'a rien d'exceptionnel, qui est bien courante, qui est bien commune, mais qui, en tout cas, ne pouvait pas manquer de gêner Freud. Je ne vais pas revenir sur l'analyse de Freud. Mais d'un point de vue plus général, qu'est-ce que nous entendons par mort? Parce qu'après tout, ce que nous savons également par expérience clinique, c'est qu'on peut parfaitement sembler avoir préservé une existence organique, hein, et même causer, faire des papouilles, tout ça, et cependant être parfaitement mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être mort? Comment on définit ça, nous?
Bien, je crois qu'on peut dire que ce qui caractérise la mort, c'est la stase du signifiant. Autrement dit, quand vous ne dites plus rien, quand tout est résolu, quand vous avez la clé qui, à votre idée, sert à ouvrir toutes les portes, que vous avez compris ce qu'il faut faire dans la vie, ce qu'il faut dire, comment on réussit, comment machin, et que vous passez votre temps à toujours répéter la même chose. Bon, c'est pas méchant ce que je dis, c'est pas extraordinaire quand même. C'est-à-dire venir à la place de ce réel en tant que locuteur, en tant qu'émetteur, venir à la place de ce réel, arrêter une fois pour toutes, fossiliser, et de telle sorte que l'usage des signifiants que vous pourrez en faire se bordera évidemment à la répétition à l'identique des options, des choix, des compréhensions, des interprétations auxquelles vous pourrez vous livrer. C'est ça être mort. Il n'y a plus rien à attendre. Il n'y a plus rien à faire. Et il se trouve que justement le Père mort, le Père en tant que mort, c'est celui qui effectivement se trouve prescripteur d'une éthique, d'un style de vie, d'une modalité du vécu, des relations, de la sexualité, et qui fait que, comme vous en avez vous-même bien entendu l'expérience, eh bien, fait que ce qu'on appelle la vie se trouve arrêtée, fossilisée, pétrifiée, marmorisée, vous êtes tremblé dans le marbre. Ceci n'est pas indifférent à la pratique de la cure, puisque ce que Freud, en revanche, n'a pas raté, c'est que la résolution du transfert, elle consiste précisément à se résoudre, à se détacher de cette référence ordonnatrice. Pourquoi? Et voilà bien la question. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Je dis ça parce qu'il est bien fréquent que pour répondre à l'angoisse qui peut surgir à ce moment que Lacan appelait celui de la passe, c'est-à-dire le franchissement du fantasme, eh bien que l'analysant ne vienne substituer à ce qui était juste ici sa référence au Père mort, une référence à qui? À qui? Eh bien, à lui-même. À lui-même au titre du caractère. C'est ça le caractère. Le caractère, c'est avoir du caractère, c'est substituer à la loi du Père le c'est moi qui le dis. Ce qui n'est pas forcément plus vivant
est plus productif que la situation précédente. Moi, il est évident que ce que j'ai essentiellement connu, je m'effraie de constater le nombre de décennies exceptionnelles. Moi, j'ai le droit, si j'ai le droit de causer, c'est que vraiment, j'ai le statut de l'ancien, tant que 60 ans passés sur cette île merveilleuse que constitue l'île des bienheureux, je veux dire celle des psychanalystes, et où je dois dire vraiment, j'ai tout appris d'eux, évidemment, c'est-à-dire la façon dont déjà avec les analysants de Freud, ils sont venus répondre à ce qui pouvait être la liquidation du père mort, celui-ci étant Freud, la substitution à ce vieil imbécile, substitution du génie personnel qui était le leur, autrement dit, c'est une avancée pour mieux reculer, mais ceci pour vous dire combien la vie, à proprement parler, c'est audacieux. C'était, évidemment, Lacan était exemplaire. Si vous vous donnez la peine de lire les séminaires comme ça à la suite, vous voyez vraiment ce qui est à l'œuvre. Ce n'est pas la référence à quelque instance définitive, ni la substitution de la sienne à la place. C'est vraiment la progression de la vie, c'est-à-dire du jour qu'il est possible de donner sur cette aliénation qui est la nôtre, afin de savoir si l'on est plusieurs à faire ça, si l'on est décidé à sortir en même temps de la prison, afin de savoir si la dite aliénation peut s'organiser avec un peu moins d'inconvénients et de déceptions. Pour Lacan, en tout cas, raté. Lacan, j'ai déjà dû le raconter, ou sinon je le raconte pour la première fois, il a passé son temps à chercher un copain. Une copine, à l'occasion, ça peut servir aussi, mais chercher un copain, c'est-à-dire un associé à son travail. Est-ce que ça exclut la rivalité, la jalousie, la compétition? Remarquez que ce sont des valeurs essentiellement liées à la référence phallique. Mais c'est toujours, je l'ai déjà aussi tant de fois raconté, ce qui est remarquable, c'est qu'à lire Freud, faites attention à la manière dont il traite son interlocuteur. C'est d'une originalité absolue. Absolue. Il le traite toujours, je dirais, avec une sorte de sympathie préalable et de fraternité, et qui ne doit rien à personne, qui suppose un pacte qui évidemment n'a pas toujours été récompensé, mais sa correspondance, dont il est absolument
étonnant que les destinataires l'aient conservé. C'est quand même incroyable que 50 000 lettres aient été conservées. Bon, les comptes, moi j'ai reçu parfois des lettres intéressantes. J'en ai reçu de Dolto, j'ai foutu, qu'est-ce que je suis mal poli, j'ai foutu à la poubelle, il m'est pas venu à l'idée de les conserver, ce qui fait quand on est venu me les demander, quand Catherine est venue me les demander pour publication, je ne pouvais pas les lui donner, puisque j'avais été aussi incorrect, je n'avais pas pensé que ça pouvait servir à être publié. Je vais encore vous dire quelques mots sur un phénomène qui continue de me surprendre et qui vraisemblablement vous étonne pas moins. L'autre, le grand autre, qui est l'élément essentiel de cette division subjective S2, que S2 représente. S2 n'est pas l'autre. S2 n'est pas dans l'autre. S2 est ce qui vient dans le champ des représentations représenter l'autre. Mais S2, ce qu'il constitue, puisque c'est la lettre, comment la chute d'un phonème devient-elle écriture? Puisque dans l'autre, chaque lettre est supposée représentative du phonème originel. Comment c'est possible ça? Ça a son intérêt puisque quand même c'est depuis l'autre que nous sommes commandés. C'est depuis l'autre que nous recevons notre propre message. C'est dans l'autre que s'exerce notre pensée. C'est l'autre qui est le lieu de recel de l'objet cause de notre désir. Or, dans l'autre, c'est écrit. Dans le champ des représentations, je parole. Dans le champ de l'autre, c'est écrit. Mais comment? D'où ça sort? Comment ça se fait, cet écrit? Parce que la lettre qui vient dans l'autre, elle ne conserve absolument pas le son du phonème que je vais lui attribuer. Et d'autre part, comment imaginer qu'un alphabet se serait ainsi spontanément, je dirais, organisé dans le champ de l'autre? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Vous vous rendez compte? Un inconscient créateur d'un alphabet, d'une écriture, et à chacun la sienne, etc. La connerie. Donc, comment penser à la matérialité de ce grand autre, de cet autre,
si ce n'est, alors voilà quelques propositions que je vais rapidement vous faire. Si ce n'est que la chute du phonème, de passer dans le réel, aboutit à une trace, sans autre forme que celle d'une trace. Cette trace, comme je viens de l'évoquer, est absolument, je dirais, sans commune mesure avec la sonorisation que je pourrais lui donner. La preuve, et c'est pourquoi Lacan vous parle si souvent de ce chinois, cette langue chinoise qu'il a appris, qui lui a appris tant de choses, etc., etc. Mais c'est que cette trace, elle pourra être lue de façon très différente, c'est-à-dire phonématisée de façon très différente. Mais phonématisée, je dirais, par quel processus? Bah, évidemment, et c'est là que Lacan pratique un coup de force que nous n'entendons plus, que nous n'apprécions plus tellement, je dirais par l'emprunt d'un alphabet existant, étranger, et où justement des lettres écrites viennent représenter des sons et que l'on va, je dirais, de façon extrêmement approximative, par lesquels on va de façon très approximative faire supporter à ces lettres qui correspondent à des sons très précis dans telle langue écrite, leur faire supporter les sons, les phonèmes de la langue effectivement parlée. C'est évidemment, ça ne peut constituer qu'en une approximation. Et comme on le sait d'ailleurs, la prononciation de la même écriture et dans un même pays pourra être différente, je dirais, selon l'origine du locuteur, selon la région, selon la tradition, etc., etc. Pourquoi je raconte tout ça? Je raconte tout ça pour en revenir évidemment à nos affaires, c'est-à-dire, mais alors, cette lettre, qu'est-ce qu'elle représente? Ben, elle représente forcément, du fait de la sexualisation, elle représente ce qu'il ne faut pas. Ce dont la circulation la met en souffrance et qui fait donc qu'elle a à revenir là d'où elle sort, c'est-à-dire à la poubelle. La lettre dans l'inconscient, en tant que représentante de ce qu'il ne faut pas. Et la grammaire, alors là, moi, je franchis un petit pas personnel et qui mériterait d'ailleurs d'être
d'être vérifiée, la grammaire est constituée comme une sorte de défense grâce à la virtualité toujours menaçante de la faute, une défense contre la résurgence de la lettre qu'il ne faudrait pas et qui sera immédiatement, je dirais, déchiffrée comme il faut, sauf, et c'est là qu'on voit le péché de l'ignorance, c'est que si vous ne savez pas correctement écrire, eh bien, vous ne savez même plus opérer ce qu'il en est de votre inconscient. Lorsque Lacan nous donne l'un de ses propres lapsus, c'est formidable, hein, parce que c'est un lapsus tellement simple et là qui n'est pas constitué par une lettre en trop, mais par une lettre en moins. Hein, la femme que j'ai aimée et accent aigu. Vous vous rendez compte? La femme que j'ai aimée et accent aigu, autrement dit, que je n'ai jamais aimé en elle, ça n'est que sa virilité. La similitude, c'est-à-dire au fond, le désir, on va dire de tout bonhomme, mais ce serait court, le désir culturel, que l'autre soit égal. La revendication à l'égalité, dès qu'on soustrait ses origines purement politiques et datées, la revendication à l'égalité n'a pas d'autre support que d'être cette revendication ancestrale que la femme, qu'elle soit pas l'autre, mais qu'elle soit un autre. Et ce ne serait pas non plus vous faire violence que de vous rappeler que c'est un mode très ordinaire de la vie des couples, que la virilité soit déléguée à celle qui vraiment a envie de la supporter alors que lui, il en est un peu fatigué. Ça lui dit plus grand-chose. Et puis, il n'est jamais à la hauteur, comme on vient de le voir. Alors qu'une femme, elle a l'avantage d'être sans limite, avec son statut dans l'autre, sans limite. Et heureusement que nous commençons par avoir des femmes au gouvernement, ça change tout, puisque elles, au moins, eh ben, n'ont pas froid aux yeux. On est tranquille, là. Une dernière remarque, si tant est que je vous raconte quelque chose que vous ne sachiez déjà, ce dont je ne suis pas sûr. Enfin, si vous le savez déjà, tant mieux. Et ça n'est qu'un rappel. Si vous ne le savez pas, ça peut vous donner envie de le discuter, et tant mieux aussi. C'est que cette division du sujet implique évidemment une bisexualité fondamentale.
avec la question du fait de savoir la sexualité qu'il assumera dans le champ des représentations ne peut dépendre que de la nomination qu'il acceptera de supporter ou pas. Avec, je dirais, ce complément qui n'est pas négligeable et que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est que ce que l'on appelle la sensibilité, la sensorialité, c'est depuis l'autre qu'elle s'exerce, parce que du côté du maître, la sensorialité n'a aucun intérêt, il n'y a rien à découvrir, tout est déjà su, tout est déjà connu. C'est mort. Donc la sensorialité, elle est en mesure de s'exercer, d'être intéressée, que si c'est depuis le champ de l'autre qu'elle est animée. C'est là que je suis sensible aux zéphyrs, au parfum, à la douceur du soir, à la caresse d'une main, un parfum, etc., etc. La pensée, essayez de penser volontairement. Hein? Allez, je me mets devant mon papier, je suis bien décidé à penser. Ouais. La pensée, comme le fait remarquer Lacan, elle ne vous viendra qu'avec une plume à la main et devant un papier, pas devant un écran. Avec une plume et un papier. Bon, il est certain qu'en préparant des notes là pour vous parler, je me suis précisé à moi-même, et je vais sûrement en avoir besoin, un certain nombre de notions, de mots démonétisés. Bon, la pensée, c'est de l'autre qu'elle me vient. La pensée, la sensorialité, le lieu de recel de l'objet du désir. Autrement dit, c'est cette partie de moi-même qui est mon environnement. Ce qu'on appelle l'environnement, ce n'est rien que la projection d'une partie de moi-même. Ça paraît si peu dissible et évident que ça semblerait n'avoir aucun autre intérêt si ça n'avait des conséquences que vient illustrer, je le retrouve parce que c'est là sur mon papier, ce que Lacan également a dessiné pour nous et qui n'est qu'une reprise de la bande de Möbius, c'est-à-dire le 8 intérieur. Je suis en train de vous raconter le 8 intérieur. L'alvéole interne, n'est-ce pas? Ceci, je veux dire, ce rappel a peut-être au moins l'avantage d'être discordant avec, je dirais, Je sais pas. Pas partir à côté de toi, là? l'ennui que nous subissons
aujourd'hui d'une série de revendications sociales lourdes de conséquences. Complètement égarées, et qui cependant animent des existences qui ne doivent sûrement pas manquer de capacité et d'intelligence. Toutes ces revendications modernes et qui n'existent que dans leur égarement absolu et leurs conséquences funestes, qui n'existent qu'à cause de l'exclusion, non pas interne mais externe, dans laquelle la psychanalyse a été mise par les maîtres de la culture, aujourd'hui complètement ratatinés, déboulonnés, dénoncés, etc., etc. Mais au profit de quoi? Au profit de ce qu'il faut appeler la mort de l'autre. J'entendais ce matin une prof de lycée qui enseigne la philosophie à des jeunes et qui se lamentait sur le fait qu'elle disait ce sont des jeunes, mais ils n'ont pas de pensée. Ils n'ont pas de pensée. Ils ont ce qu'ils peuvent. Mais il est vrai que s'ils sont élevés dans un système où le refoulement ne relève plus que de l'interdit social, que de la censure sociale, du même coup, l'interdit, ce n'est pas le refoulement, l'interdit social. Simplement ce qu'à tel moment, je ne peux pas dire ou je ne peux pas faire, ça ne fait pas refoulement. C'est simplement mise à l'écart. Eh bien, élevé sans refoulement, il y a cette chose abominable à dire, mais ils n'ont pas d'inconscient. C'est-à-dire qu'ils sont entièrement ouverts au message qu'ils reçoivent de ce qui est maintenant un extérieur qui fonctionne comme autre, c'est-à-dire d'où leur vient leur message. Autre forme d'aliénation, fort bien agencée d'ailleurs. Mais je suppose que je ne suis pas le seul à recevoir sur le divan des jeunes aujourd'hui de ce type. Et dont il est légitime que cela fasse un citoyen nouveau, sympathique en diable, et qui serait bien en peine de savoir ce qu'il peut vouloir, à part ce que la mode ne lui donne au titre d'inspiration. J'ai encore 2 leçons, si j'ose appeler ça comme ça, mais je les appellerai comme ça, à faire sur le thème de la clinique psychanalytique. La fois prochaine, elle concernera, après cette, si j'ose appeler ça comme ça, cette mise en bouche, elle concernera les grandes névroses à la lumière des repères qui nous sont familiers, la phobie, la perversion. Et puis, la dernière de ces conférences sera consacrée à un sujet qu'on ne traite pas tellement,
mais qui sera donc le statut justement des femmes et de l'enfant aujourd'hui. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas fatigué, que je ne vous ai pas non plus trop déprimé. Je vous assure que cette humeur ne serait en rien, je dirais, active dans le propos que je viens de vous tenir, mais qu'il s'agit plutôt, comme vous le voyez, de ranimer, de remettre en vie, de sortir de leur pétrification un certain nombre d'instruments dont nous nous servons et que nous laissons peut-être parfois un peu rouiller. Donc, disons que cette première conférence est placée sous le signe du dérouillage. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si René a prévu que vous puissiez poser une question. René, qu'est-ce qu'il en est à ce sujet? Si quelqu'un veut poser une question, il peut poser une question. Oui, avec... Qui veut, il suffit de mettre son micro. Y a-t-il une question? Voilà, donc tout va bien et je vous dis bonne soirée et à la prochaine fois. D'ailleurs, je ne sais pas quand c'est exactement, mais c'est sûrement inscrit dans les programmes de l'association. Bonne soirée.